Bonjour à toutes et toutes. Je vous remercie d'être là ce matin pour cette première matinale de l'EPF. C'est un exercice un peu nouveau pour nous puisque nous avons décidé de nous saisir de l'outil webinaire pour contribuer à la diffusion de l'information sur des sujets ciblés, mais aussi faire connaître nos actions, ce qui nous est demandé par nos partenaires, et partager des retours d'expérience qui sont attendus. Tout cela dans un format accessible et court parce qu'on va essayer de tenir dans l'heure. Alors aujourd'hui, pour cette première matinale, nous prévoyons de répéter l'exercice sur d'autres sujets au fil de l'année. On parlera du foncier économique, mais aussi de la renaturation, de l'observation foncière dans les prochains trimestres. Alors, deux interventions ce matin. La première sur le PPA de Coutances, Mer et Bocage, un des trois premiers PPA littoraux de France, avec deux voix, Louis Tessier, maire de Blainville-sur-Mer, conseiller délégué chargé du littoral à Coutances, Mer et Bocage, et Étienne Langlejean, chef de projet recomposition et résilience littorale, que je remercie de leur présence et d'avoir accepté de témoigner ce matin. Et puis la seconde sur le traitement des décharges littorales avec Anne-Marine Robert, qui est à l'EPF en charge du pôle études travaux et adjointe au directeur des interventions. Avant de commencer, Fabien Mancel, directeur de l'anticipation et du développement, qui suit l'implication de l'EPF dans cette politique prioritaire de retrait du trait de côte, va nous rappeler les règles de participation au webinaire. Bonjour à tous. Donc, dans le cadre de ce premier webinaire, pour votre information, nous avons coupé vos micros et vos caméras pour assurer une fluidité dans le cadre des présentations à venir. Si vous souhaitez réagir et éventuellement poser des questions au cours de ce webinaire, vous pouvez utiliser l'icône questions et réponses que vous voyez en haut de votre écran. Et si vous rencontrez des difficultés techniques, vous pouvez nous en faire part via l'icône conversation. Concernant les questions et réponses, nous tâcherons d'y répondre en fin de présentation. Merci. Très bien. Bon, si vous avez suivi l'actualité ces dernières semaines et que vous vous intéressez aux problématiques de recul du trait de côte, vous avez certainement entendu parler du Signal, cet immeuble à Soulac-sur-Mer, en Gironde, qui a été détruit, démoli justement la semaine dernière. C'est l'emblème presque historique de l'érosion côtière en France. Vous le voyez, les vagues s'étaient très rapprochées de l'immeuble quand il a été démoli. Il a fait l'objet de beaucoup de controverses depuis sa nécessaire démolition à l'indemnisation des propriétaires, qui sont d'ailleurs remontés dans la presse. La Normandie non plus n'est pas épargnée par le recul du trait de côte, avec plus de 640 km de côte et une multitude de types de côtes, puisque vous avez des cordons dunaires, des falaises, des arbres, des estuaires. Et la Normandie est une des régions très exposées à cette évolution du climat. À Criel-sur-Mer, par exemple, ce sont des falaises qui reculent et qui contraignent à la démolition les bâtiments et les maisons qui s'étaient situés effectivement en front de mer. Il y a quelques jours, vous avez aussi peut-être vu pour les Normands qu'un pan de falaise s'est détaché à Fécamp, devançant largement les prévisions des experts. Marie-Agnès Poussier-Winsbach, qui était anciennement première vice-présidente à l'EPFN et nouvellement parlementaire, a d'ailleurs interrogé dans ce sens le gouvernement le jour du lancement du Comité national du trait de côte, mis en place par Madame la ministre Bérangère Couillard. Ce comité a pour ambition de devenir une instance de dialogue et de concertation entre les parties prenantes sur les sujets relatifs à la gestion intégrée du trait de côte et produira sans doute effectivement des évolutions autour de ces questions-là. Sur nos côtes, tout semble s'accélérer, vous le voyez, comme le prévoit le rapport du GIEC, l'érosion continue. Alors, en Normandie, une multitude de démarches ont été engagées, aussi bien sur la connaissance des risques que sur des actions d'adaptation. On peut citer bien sûr la stratégie régionale de l'État, Littoraux Normand 2027, qui articule de nombreuses actions et de nombreux acteurs qui en sont les pilotes. La région Normandie a aussi un large rôle dans la prise de conscience normande des enjeux liés au recul du trait de côte, notamment grâce à son dispositif Notre Littoral pour demain, et aujourd'hui en mettant à disposition des fonds FEDER ciblés. Les actions et les acteurs sont nombreux. Je peux citer le syndicat
mixte du littoral 76, les départements, les collectivités, qu'elles soient effectivement pour les EPCI et les communes qui se situent en front de mer, allant d'études comme celle réalisée par le CEREMA sur les effets de l'érosion côtière et la submersion marine sur le littoral normand à l'horizon 2100 et ses enjeux, aux actions opérationnelles déployées par le Conservatoire du littoral. On a eu il y a quelques jours effectivement le colloque qui présentait les résultats de l'important travail sur la basse vallée de la Seine ou demain sur l'estuaire de l'Orne. Cela s'est traduit aussi par l'inscription en Normandie de 16 communes sur la liste du décret sur lequel je reviendrai tout à l'heure du 29 avril 2022 qui établit les communes dont l'action en matière d'urbanisme et la politique d'aménagement doivent être adaptées à ces phénomènes hydrosédimentaires entraînant l'érosion du littoral. C'est la loi climat et résilience qui a apporté de nouvelles dispositions sur l'adaptation à l'évolution du trait de côte. Ces nouveaux outils pourront être mobilisés dans l'accompagnement des collectivités touchées par l'érosion côtière et permettront notamment de parvenir à une plus grande maîtrise foncière renforcée par un changement de modèle d'aménagement qui est devant nous. Alors, je vais citer les dispositions marquantes, mais que vous connaissez sans doute. D'une part, l'identification des communes vulnérables au recul du trait de côte, 16 communes normandes, comme je viens de le dire. La cartographie pour ces communes des zones impactées d'ici 30 ans et 100 ans. L'information explicite du risque pour les futurs acquéreurs ou locataires. Le droit de préemption spécifique pour l'érosion littorale et la méthodologie d'évaluation des biens pour l'acquisition de ceux-ci soumis à l'érosion. Le nouveau bail réel d'adaptation à l'érosion côtière, sous le vocable BRAC, qui prévoit un mécanisme de consignation des montants de démolition, les nouvelles règles d'urbanisme pour les zones exposées, avec une constructibilité possible dans la zone exposée 30-100 ans, sous condition d'une démolition des constructions dans leurs dernières années de vie avant la réalisation du risque et consignation. Et bien sûr, et c'est pour ça que nous avons choisi ce premier sujet ce matin, la mobilisation possible des EPF, puisque l'article 245 de la loi Climat et Résilience modifie le 321 du Code de l'urbanisme qui définit le rôle des EPF en précisant que dans le cadre de leurs compétences, les EPF peuvent contribuer au développement des activités économiques, aux politiques de protection des risques contre les risques technologiques et naturels et d'adaptation des territoires au recul du trait de côte. Une démarche inter-EPF est d'ailleurs en cours pour partager nos ambitions, nos méthodes et nos retours d'expérience. Et l'EPF Normandie est un de ceux qui sont le plus engagés sur ce sujet, mais chaque côte, chaque territoire a ses spécificités. Lorsqu'on décrypte des solutions apportées aux biens existants, c'est ce que nous sommes en train de faire en échangeant avec le niveau central, le rôle de l'EPF pensant, tant au soutien direct des sites touchés que sur les secteurs à réserver pour permettre une relocalisation future des activités et des usages menacés. L'EPF pourra donc être délégataire du droit de préemption, mais aussi un soutien en ingénierie pour les négociations et par la suite pour la mise en place des BRAEC et enfin pour la démolition en fin de vie des biens. Le contexte de sobriété foncière, nous en avons bien conscience, est aussi un élément sensible et les prochains décrets attendus sur la loi climat et résilience devraient préciser cette situation. Alors, la mise en place de certaines de ces dispositions pourront être financées par le Fonds pour l'accélération de la transition écologique dans les territoires dits fonds verts. L'élaboration des cartographies mentionnées plus tôt, la contractualisation sur les PPA et l'adaptation de l'hôtellerie de plein air et des campings font partie effectivement des interventions visées par le fonds vert. La Banque des territoires a aussi fléché de son côté des fonds pour soutenir les mesures de la loi climat et résilience. Bien sûr, l'EPF accompagne avec ses propres outils, en particulier dans le cadre de la convention avec la région Normandie, les territoires qui souhaitent effectivement aussi s'engager dans ces démarches. 2 projets vont nous être présentés. Je suis heureux d'accueillir, comme je l'ai dit, Louis Tessier, le maire de Blainville-sur-Mer, qui va nous présenter le projet partenariat de l'aménagement entre 2 arbres, qui fait figure de démarche pionnière à l'échelle nationale sur l'adaptation d'érosion côtière. Et nous ferons ensuite un focus sur notre expérience de traitement des décharges littorales. Le point commun de ces actions, c'est qu'elles sont partenariales et elles font office à la fois d'incubateurs, de catalyseurs, et l'EPF est auprès d'elles pour pouvoir les faire avancer.
Je laisse à présent effectivement la parole à M. Tessier et M. Danglejean pour nous présenter leur démarche territoriale. Bonjour, je ne sais pas si vous nous entendez. Oui, vous nous entendez? Ils sont plus Bonjour. connectés. Ça y est, je sais pas. Vous nous entendez? Vous nous entendez? Non, j'entends pas. Une difficulté de connexion, je vois. Est-ce que vous nous entendez? Ça fonctionnait tout à l'heure. Est-ce que vous nous entendez? Je ne les entends pas. Vous nous entendez? Ça y est, Oui. voilà, on vous entend. Vous nous entendez? Très bien. Ok. On vous entend et on vous voit. Ok. Merci. Alors oui, ce sera une présentation rapide avec Étienne. Hein, c'était à deux voix, de façon un peu à expliquer un peu comment on a eu la chance, au sein de l'intercommunalité, d'être désigné comme l'expérimentation pilote au niveau national. Donc pour nous, c'est extrêmement important. J'étais encore sur le littoral tout à l'heure pour voir un peu l'impact du dernier coup de vent qui a été très faible, mais avec des coefficients extrêmement puissants, une surcote importante malgré un vent donc modéré, et l'impact que ça a sur tout notre littoral qui, comme vous l'aviez indiqué, est plutôt un littoral nous, sableux, un cordon dunaire, avec des aménagements qui ont été faits depuis maintenant une centaine d'années en fonction des stations balnéaires et des activités économiques. Donc, évidemment, le PPA, c'est cette opportunité, on l'a saisi à bras-le-corps avec un enthousiasme dont vous n'imaginez pas notre énergie qu'on met dedans. La chance qu'on a, c'est que c'est vraiment un projet qui est co-signé avec l'État, qui pour nous est extrêmement important parce qu'il va permettre pas à pas de valider l'ensemble à la fois de la stratégie et des actions, et que pour nous, c'est indispensable. C'est-à-dire qu'on est devant un tel changement, un tel impact, de telles modifications et au niveau des règles qui sont actuellement en place et sur lesquelles il va falloir modifier des choses, que si l'État n'est pas à nos côtés pas à pas pour modifier et comprendre suite aux nombreuses études qui sont lancées, puisque évidemment le PPA, ce sont des actions avec des études importantes, de façon à, premièrement, comprendre ce qui est en train de se passer, de façon à ce qu'on puisse anticiper, gérer et accompagner. Donc, cette compréhension, comme je l'indiquais, elle ne peut être possible que grâce à ces bureaux d'études qui, aujourd'hui, travaillent d'arrache-pied sur notre territoire. Quand on va avoir compris toutes les forces en présence, ce qu'il faut voir, c'est que la côte ouest, comme la plupart, vous le savez, c'est un site exceptionnel avec les marnages les plus forts d'Europe, une courantologie extrêmement puissante, et donc avec une géographie extrêmement vulnérable. Les équilibres étaient en place depuis des millénaires, avec aussi le rôle des havres qui va être re-questionné, hein, puisque évidemment ces havres avaient sans doute des raisons géologiques et avaient des buts précis au niveau de la pression sur le littoral, mais aussi sur tout l'impact rétro-littoral qui permettait à des petits exutoires de pouvoir s'écouler le long du Cotentin, ou du moins de notre secteur en tout cas. Et aujourd'hui, c'est comprendre comment physiquement tout ça fonctionne, de façon à ce qu'on puisse, dans un deuxième temps, hiérarchiser les points qui nous paraissent être importants à défendre, et qu'on puisse les défendre le temps de la recomposition. C'est vraiment quelque chose pour nous qui est important, parce que tant qu'on n'aura pas acquis cette connaissance, qu'on l'aura validée avec l'État et qu'on aura pu mettre en place cette stratégie, c'est compliqué d'intervenir au niveau
de la population, parce qu'on voit que la population est extrêmement intéressée par ce qui est fait, mais que le PPA, comme son indique, c'est partenarial et qu'on doit emmener la population. Et alors, bien sûr, on n'emmènera pas 100%, mais on doit emmener la majorité. Donc, il y a un rôle extrêmement important sur la communication, sur l'information, sur l'animation. Ça, c'est quelque chose aussi de fondamental. Donc, en fait, pour pouvoir permettre que la population puisse s'accaparer de ce projet, d'abord, il faut l'inviter largement, inviter toutes les associations, qu'elles soient professionnelles, environnementales, d'utilisateurs de l'estran, etc., mais toutes sont invitées, de façon qu'à l'éclairage technique et scientifique, on puisse permettre d'avoir un bilan qui soit éclairé, intelligent et qui permette de balayer toutes les possibilités en permettant de choisir en connaissance de choses un scénario et une projection qui puisse permettre que la population s'accapare de ce scénario. Donc voilà, grosso modo, jeter un peu les bases. Je vais laisser la parole à Étienne. Et juste pour vous dire que, oui, la grande difficulté qu'on a, c'est que on nous reproche tous les jours de dire oui, mais vous êtes dans les études, mais, et comme je vous l'indiquais, c'est que le dernier coup de vent et ceux d'avant fragilise encore considérablement notre site. Et de dire, mais quand vous passez à l'action? Donc, c'est aussi d'expliquer qu'on ne passera à l'action que quand on aura la pertinence d'éléments. Et cette menace, c'est celle qui nous inquiète, c'est-à-dire qu'évidemment, on a ce calendrier de 2 ans là, de différentes études qui vont nous permettre de projeter des aménagements, mais pendant ce temps-là, il est vrai qu'on est extrêmement vulnérable. Bonjour à tous, Étienne Langlejean, chef de projet recomposition et résilience littorale. Donc, je vais prendre la parole suite à Louis Tessier, qui a déjà beaucoup dit en fait sur le projet partenariat d'aménagement. Peut-être simplement quelques chiffres. Pour nous, l'érosion du trait de côte, ça représente à peu près 60 hectares à horizon 2100. C'est près de 17 km² qui seraient situés sous le niveau de la mer au même horizon, et jusqu'à 4000 bâtiments, tout confondu, potentiellement impactés par l'évolution des aléas littoraux. Donc, ce triptyque entre anticipation, gestion et accompagnement, il est essentiel. Il a été souligné par Louis Tessier. Une anticipation qui passe par essentiellement 2 volets, une traduction dans les documents réglementaires avec les cartographies à 0, 30 et 30 100 ans qu'on est en train d'élaborer dans le cadre du PLUI, que vous voyez ici à l'écran. Donc ça, c'est une projection de notre littoral pour demain qui est en train d'être mise à jour. On a aujourd'hui des projections qui sont mises à jour plutôt avec des dynamiques qui ont tendance à s'accélérer. Toujours sur le volet anticipation, un accompagnement très fort de l'EPFN sur toutes les études préalables à la recomposition des secteurs concernés par le PPA. Donc, on a deux activités économiques, une zone d'activité conchilicole et un camping avec plus de 250 mobil-homes qui sont concernés par des opérations de relocalisation. Et là-dessus, l'appui de l'EPFN est absolument décisif, puisqu'il nous permet à la fois d'intervenir sur les sites concernés par le recul du trait de côte et en anticipation avec notamment des possibilités de portage foncier qui permettent de nous accompagner sur le temps long pour réaliser les projets. Pour revenir au PPA, on a aujourd'hui trois axes. Louis Tessier l'évoquait tout à l'heure. Un premier axe que j'évoquais à l'instant d'anticipation. Un second axe qui porte plutôt sur la gestion à court et moyen terme du trait de côte. Et un troisième axe sur l'accompagnement au changement. Aujourd'hui, on est concentré sur 2 axes principaux qui sont finalement les axes d'anticipation et d'accompagnement au changement, avec sur le premier volet, une étude qu'on mène avec le PFN pour caractériser les besoins nécessaires à la réalisation d'opérations de relocalisation, donc en lien avec les activités économiques concernées. Peut-être que tu peux revenir en avant, Marine, juste sur la slide d'avant. Merci beaucoup. Cette action-là, elle
elle est réalisée en parallèle d'une mission de conception et de coordination urbaine, donc un accord cadre spécifique pour construire finalement à la fois la programmation et la nature des aménagements à venir sur le périmètre sur une période qui va de 15 à 20 ans. Et puis en parallèle, comme le disait Louis Tessier aussi, tout un volet d'accompagnement au changement. On essaye de mobiliser la population, construire un récit autour de cette recomposition. Et là encore, c'est quelque chose d'assez décisif, puisqu'on est sur des projets qui sont à la fois très, très techniques et qui génèrent aussi un certain nombre de questionnements auprès de la population, puisqu'on est vraiment sur un véritable changement de modèle, quoi. Je pense qu'on a bien introduit déjà la démarche. Peut-être on peut laisser un peu de temps pour les questions, pour vous laisser aussi un peu de temps. Il nous reste 15 secondes. Donc. Merci. Merci Étienne. D'abord, peut-être commencer par vous remercier tous les deux pour cette présentation qui est vraiment éclairante. Et puis, je prends le rôle de poser quelques questions pour faire un peu le focus sur qu'est-ce que c'est l'accompagnement de l'EPF. Est-ce que vous pouvez, l'un ou l'autre, nous rappeler ce qui a été le fait générateur ou les faits générateurs de votre sollicitation auprès de l'EPF et qu'est-ce que c'est finalement de travailler avec l'EPF sur un projet comme le PPA? Quand on a commencé à monter le PPA en 2020, donc début 2021, dans un contexte qui était aussi un contexte de changement de paradigme pour les communautés de communes rurales, avec notamment la mise en place du zéro artificialisation nette. Effectivement, tout un basculement aussi dans la gestion du trait de côte qui remonte finalement à la stratégie nationale, mais qui incitait les territoires à se projeter dans une adaptation au recul du trait de côte, une sorte de Bérésina victorieuse, quoi. C'est de construire ce repli stratégique et que ce soit une opportunité pour le territoire. Et ces changements de paradigme-là, en fait, ils appellent aussi à des évolutions dans les modes d'aménager, notamment sur la mise en place de stratégies foncières, mais pas simplement. La mise en place de la sobriété foncière appelle aussi à une certaine technicité et à des outils spécifiques sur lesquels sont spécialisés les EPF. Donc aujourd'hui, ça nous permet aussi, finalement, dans cet environnement mouvant, je dirais, de pouvoir compter sur des outils, une technicité particulière, notamment là, sur les phases d'études. Merci beaucoup. Et c'est vrai que pour l'EPF, c'est aussi important d'apprendre et de monter en expertise en même temps que ses partenaires. Et on en a bien la preuve avec la progression de cette démarche commune. Je vous laisse la parole. Continuez. On va remercier. Est-ce que vous avez des questions, Fabien, sur... On a répondu, semble-t-il, au questionnement qui était remonté en ligne. Donc, je remercie vraiment nos deux témoins, même si, effectivement, peut-être vous auriez aimé en entendre davantage, mais bon, on a maintenu ce format court, c'était aussi notre volonté, mais je crois qu'il y a beaucoup à apprendre de cette expérience, et en particulier, même si M. Tessier l'a précisé, il y a un très gros travail qui est fait aussi pour mieux connaître les attentes des citoyens et mieux les prendre en compte, mieux les comprendre. Et c'est essentiel dans cette démarche. Et le retour d'expérience sera important quand il sera stabilisé, au-delà effectivement des premiers retours que vous avez eu ce matin. Donc un grand merci et à présent je vais laisser la place à Anne-Marie de Robert, que j'avais annoncé, qui va vous présenter une autre manière de travailler de l'EPF, qui est effectivement dans le partenariat avec le département de la Manche, à la suite effectivement d'une démarche qui nous avait engagé sur l'Ingreville à nettoyer, entre guillemets, une décharge qui apparaissait suite juste au retrait du trait de côte, après malheureusement plusieurs cinquantaine d'années entre le début de son installation et cette réapparition. Et donc, on va vous montrer comment est-ce que, avec les partenaires, nous travaillons à proposer
une évolution sur l'éradication progressive des décharges qui encombrent le littoral. Bonjour à tous. Effectivement, la question des décharges est une question nationale puisque chaque commune peut avoir eu une décharge historiquement déclarée ou non. Et quand on ramène ça effectivement aux communes littorales, l'enjeu est d'autant plus sensible puisque le phénomène d'érosion côtière peut, dans certains cas, mettre à jour des déchets sur des décharges historiques. Donc, en Normandie, on compte plus de 150 communes littorales, donc le nombre de décharges potentielles en bord de mer peut être conséquent. Et comme le disait M. Gall, sur le terrain, la mise à jour de déchets a déjà été observée sur plusieurs anciennes décharges du fait de l'érosion. Et c'est dans ce contexte que le PF a été sollicité il y a quelques années par le Conservatoire du littoral pour résorber l'ancienne décharge de la Samaritaine à Lingreville dans la Manche. Donc, on était sur un contexte en bord du Havre de la Venlée, toujours un contexte sensible puisqu'on est au cœur d'une zone Natura 2000 et à proximité immédiate d'activités de conchiliculture dans le milieu marin. Donc là, on a voulu illustrer par quelques photos ce phénomène d'érosion qui sont extrêmement parlantes puisque la décharge historiquement était à plusieurs dizaines de mètres du rivage. Et dans les années 2000, l'érosion avait déjà largement gagné du terrain et on retrouvait finalement la décharge en flanc de rivage avec voilà, des dynamiques d'érosion extrêmement importantes de plus de 500 mètres carrés sur une échelle de 2 ans. Donc, l'intervention sur cette décharge, elle s'est déroulée en 2 temps. Un premier temps de travaux d'urgence réalisés par le conservatoire en tant que propriétaire du terrain, donc qui a consisté à mettre en place un géotextile et des enrochements pour empêcher le relargage à court terme de nouveaux déchets à la mer. Sauf que cette mesure de gestion ne pouvait pas être considérée comme pérenne dans le temps et une intervention de résorption de la décharge était ensuite nécessaire. Donc, c'est sur cette deuxième intervention que le PF est intervenu pour procéder en tant que tel à l'excavation totale du massif de déchets présent sur le site, en procédant au préalable à un tri pour séparer les déchets et les sables réutilisables pour reconstituer la dune sur le site. Et effectivement en contrôlant évidemment la qualité de ces sables pour en valider la remise en place sur le terrain. Cette expérience a montré plusieurs enseignements. Donc, le premier, c'est de disposer d'une emprise suffisante sur le chantier pour permettre la réalisation en tant que telle des travaux et notamment la gestion du tri et du flux des déchets. Le deuxième retour d'expérience, c'est la difficulté d'appréhender de façon précise les quantités en jeu sur une ancienne décharge au stade d'un diagnostic classique, puisque sur le cas de Lingreville, la masse de déchets qui a été évacuée a quasiment été doublée entre ce qu'on estimait au stade des études et la réalité du terrain pendant les travaux. Donc, c'était notamment lié à une emprise de décharge qui était plus importante que ce qui avait été estimé au début, mais aussi une proportion de déchets plus importante que ce que les sondages avaient pu révéler. Et le troisième enseignement, c'est l'efficacité du tri est extrêmement dépendant de la typologie des terrains qui sont présents autour des déchets et des conditions météorologiques. Et donc, on a observé des efficacités de tri qui étaient très importantes quand on était avec des matériaux sableux et des conditions météorologiques sèches, alors que le tri était quasiment inefficace en conditions pluvieuses avec des terrains plus argileux et donc qui collaient plus, entre guillemets, aux déchets à évacuer. L'expérience qui a été menée sur Lingreville a été multipartenariale et c'était important que sur le plan de financement, on puisse mobiliser effectivement plusieurs acteurs. Donc, le coût total a été d'un peu plus d'1 500 000 € TTC avec voilà, une participation de la région, de l'Agence de l'eau Seine-Normandie, du Conservatoire du littoral, du département de la Manche et de la communauté de communes Coutances Mer et Bocage. À l'issue de cette intervention, collectivement, on a tous fait le constat qu'on ne pouvait pas reproduire et démultiplier cette intervention à l'échelle de l'ensemble des décharges côtières de Normandie. Et c'est dans ce contexte qu'on a souhaité engager une démarche plus prospective à plusieurs niveaux.
Donc, tout d'abord, un travail de recensement des décharges qui a été mené notamment assez rapidement par le Conseil départemental de la Manche et qui est également en cours sur le département du Calvados et de la Seine-Maritime avec les services de l'État et le CEREMA. Et en parallèle, l'EPF a mené une étude sur un secteur pilote dans le Cotentin, donc le secteur de Vic-sur-Mer, qui était caractéristique par le fait qu'il concentre en quelques kilomètres 6 décharges côtières, comme vous le voyez sur la carte. Et donc l'objectif de cette démarche était de pouvoir établir une stratégie d'intervention à l'échelle de ces 6 décharges, de valider la criticité de ces décharges et la priorisation d'intervention à prévoir, et dans la mesure du possible d'éviter des nécessaires travaux de traitement en urgence. La démarche d'étude, elle s'est décomposée en 4 phases. Une première phase qui est nécessaire par la collecte de données documentaires et au final, les documents sont peu nombreux puisqu'on retrouve peu de traces en archives. Donc là, il faut plutôt se baser sur la mémoire collective en termes d'informations recueillies sur le terrain. Et ensuite, une phase de caractérisation qui avait un premier volet géophysique qui permet de définir la surface et la profondeur de la décharge par le passage d'un engin en surface de la décharge. Et cette technique est couplée à des sondages qui, eux, permettent de caractériser plus précisément la nature et la répartition des déchets. Sur la base de ces données de terrain, le but est de mener un plan de gestion qui permet de comparer plusieurs options de gestion pour traiter les décharges, excaver les déchets, le cas échéant confiner ou continuer à surveiller, afin de prioriser ensuite le traitement des différentes décharges en fonction du risque de relargage et de la sensibilité du contexte et de la dynamique d'érosion. Les suites de cette démarche d'étude qui arrive aujourd'hui à son terme permettent de hiérarchiser 3 décharges particulièrement prioritaires à l'échelle des 6 identifiées sur le secteur de Vic-sur-Mer. Et l'actualité, en quelque sorte, a conforté cette hiérarchisation puisque les dernières grandes marées d'il y a quelques jours ont à nouveau engendré un relargage de déchets par une érosion accélérée de ces 3 décharges prioritaires. Donc, ce qui est prévu, c'est d'intervenir à nouveau en 2 temps, avec un premier temps qui reste nécessaire de travaux de mise en sécurité d'urgence pour éviter de nouveaux relargages de déchets, et un deuxième temps donc de travaux de résorption pérenne des décharges qui sera initié dans les tout prochains mois par notamment les études de conception des travaux pour fiabiliser la méthodologie des travaux. Et le point le plus sensible et sur lequel il ne faut pas non plus trop se précipiter, c'est de bien fiabiliser la remise en état final du site pour ne pas créer une brèche dans le cordon dunaire et ne pas du coup entraîner une érosion accélérée de cette dune. Donc, la démarche d'étude a été initiée début 2022 et en cours d'étude, le plan national de résorption des décharges a été annoncé et mis en œuvre. Donc, cette démarche d'étude se raccroche à ce plan national. Donc, on a pris contact avec l'ADEME et le CEREMA qui pilotent ce plan national pour, dans un premier temps, intégrer les 6 décharges qui ne l'étaient pas initialement à l'inventaire national. Donc, ce sera conforté dans les tout prochains jours par une visite de terrain du CEREMA. Et dans un deuxième temps, pouvoir mener les études et les travaux en bénéficiant de financements nationaux et donc voilà, d'un plan de financement qui puisse être le plus optimisé possible. Bien. Merci beaucoup Anne-Marine pour cette présentation. Un certain nombre de questions ont été posées en ligne. Peut-être que Fabien, tu peux effectivement revenir sur une première, en tout cas, qui a été posée sur une différence entre des outils et des démarches. Oui, tout à fait. Nous avons eu une question au cours de ce webinaire. Donc, quelle est la différence entre la démarche Notre littoral pour demain et un contrat de projet partenarial d'aménagement? Donc, la différence entre ces deux sujets,
Alors, tout d'abord, notre littoral pour demain, il s'agit donc d'un dispositif qui vise à accompagner l'élaboration d'une stratégie locale dans l'optique d'amélioration des connaissances, d'identifier les démarches locales pour anticiper les évolutions du littoral. Et le contrat de projet partenarial d'aménagement, le PPA, qui est un outil opérationnel d'aménagement qui a été créé par la loi Elan et qui fixe la feuille de route en identifiant les interventions futures, les responsabilités et précise également le plan de financement de chacune des études qui contribuent donc aux évolutions futures du littoral. C'est à la fois des études et des actions et des interventions. Et peut-être pour compléter aussi ce qui a pu vous être dit là, c'est que notre littoral pour demain était une démarche historique lancée par l'ex-région Basse-Normandie qui a été ensuite élargie à toute la Normandie et qui est portée par la région Normandie. Et comme je l'ai dit en introduction, vous avez vu que les actions pilotées par les collectivités sont nombreuses pour accompagner cette évolution de notre littoral. Peut-être que Étienne d'Anglejean pourrait nous en dire un mot, parce que sur Coutances, Mer et Bocage, je sais qu'ils ont à la fois pu bénéficier de notre littoral pour demain et ensuite ils ont enchaîné sur le PPA. Est-ce que Étienne, tu pourrais nous parler de cette articulation? Oui, sans problème. On a suivi effectivement la démarche Notre littoral pour demain entre 2015 et 2019. Et ça nous a permis d'avoir un diagnostic prospectif en fait, de l'évolution des risques littoraux, donc érosion et submersion. Je crois que on était un des premiers territoires à s'engager dans la démarche. Ce Notre littoral pour demain concernait un territoire qui allait de Granville au sud, au Pieux, au nord. Donc on était sur plus de 100 km de côte, sur l'ouest Cotentin. Et en fait, ça a vraiment permis aux élus d'avoir une culture commune par rapport aux impacts du changement climatique sur les risques littoraux. Et le PPA qui a été donc lancé, l'élaboration en 2021, finalement, c'est le pas d'après. C'est-à-dire que notre littoral pour demain a permis de définir un certain nombre d'axes stratégiques, un certain nombre d'actions opérationnelles aussi, notamment des opérations pilotes de recomposition. Et le PPA, c'est l'outil, ou plutôt la boîte à outils, pour pouvoir réaliser aussi ces actions qui avaient commencé à émerger dans notre littoral pour demain. Et donc là, au niveau PPA, on est vraiment sur des actions à la fois de conception urbaine, de conception en ingénierie, avec une stratégie de gestion intégrée du trait de côte, et puis sur des actions opérationnelles, vous l'évoquiez, monsieur Gall, tout un versant du PPA porte vraiment sur la réalisation de travaux, à court terme, des travaux de sécurisation des sites avec des mesures de gestion du trait de côte et des mesures d'adaptation des enjeux. Et ça représente à peu près la moitié du financement du PPA. Donc, moitié sur des études urbaines et moitié sur des travaux donc opérationnels. Je ne sais pas si ça répondait à la question, Marine. Mais... Merci beaucoup, oui. Très bien. Je pense que effectivement, bon, vous avez apporté des éléments de réponse. Ça semble vraiment important. Effectivement, comme on a voulu le montrer ce matin, vous avez témoigné là-dessus. Hein, dans ce Mer et Bocage, c'est qu'on est vraiment dans une démarche qui est très portée hein, par les élus et par effectivement M. d'Anglejean à travers la mission. Et on voit bien qu'elle s'inscrit dans la durée et qu'elle vise aussi à mobiliser l'ensemble du territoire. Ça, je pense que c'est important parce que c'est ce qui fera la réussite de cette démarche. Et comme on l'a dit, le PF est présent sur une partie du PPA, mais comme on pourra l'être avec d'autres collectivités. Bon, on voit que bon, peu de questions sont remontées. Je ne pense pas que c'est parce que notre présentation est suffisante, mais je pense aussi que le webinaire rend aussi l'interaction peut-être un peu plus limitée qu'elle ne pourrait l'être effectivement en présentiel, mais c'est aussi pour nous, c'était aussi pour nous essentiel de pouvoir vous faire ce retour et puis de permettre effectivement une visibilité sur des démarches qui sont conduites par les collectivités et auxquelles l'EPF continue. Alors,
Pour conclure, il y a une dernière question. Une question de dernière minute. À l'attention de Coutances Mer et Bocage, comment s'articule le PPA, l'exercice de votre compétence GEMAPI, l'axe 4, qui est l'axe urbanisme, et l'axe 7 de votre PAPI? On rentre dans une question très technique. Étienne, est-ce que tu as des Étienne, réponses? on va peut-être y répondre. Sur l'articulation avec le PAPI, en fait, le PAPI concerne le sud du territoire. Donc, c'est plutôt l'outil opérationnel pour le sud du territoire, avec là aussi des actions d'aménagement. Et le PPA concerne plutôt le nord du territoire. Donc, il va de Gouville-sur-Mer au nord à Agon-Coutainville au sud. Concernant l'articulation avec la compétence GEMAPI, donc en parallèle du PPA, on mène la définition des systèmes d'endiguement, qui a vocation à définir donc à la fois les systèmes d'endiguement qu'on va reprendre, potentiellement aussi, vu nos côtes, une responsabilité sur la gestion de l'érosion, qui est questionnée par les élus. Et ça s'articule avec le PPA, en fait, en termes de, comment dire, en termes de GEMAPI, on va être plutôt sur des réflexions de sûreté des ouvrages, sûreté des populations. Et PPA, on est vraiment sur le volet anticipation. Donc, j'aurais tendance à dire que finalement, sur la GEMAPI, on va plutôt travailler sur la question de la gestion des aléas. Et sur le PPA, on est plutôt sur un objectif de gestion des enjeux. Donc, dans une logique aussi de, finalement, diminuer la vulnérabilité des implantations littorales et petit à petit, sur les secteurs les plus exposés, commencer à planifier et à mettre en œuvre une relocalisation et des opérations de recomposition pour finalement agir sur les enjeux. Donc, on a cette double approche, une vision plutôt par l'urbanisme sur les enjeux, une vision sur les ouvrages qui va plutôt porter sur la réduction, la gestion des aléas en tant que tel. Je ne sais pas si ça répond à votre question. C'est clair, effectivement. Oui. Merci beaucoup. Et je précise aussi, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les faire remonter et on vous apportera une réponse directe par écrit ou en vous contactant. Il est temps à présent de clôturer ce webinaire et j'aimerais insister sur quelques points qui nous semblent importants. Alors, bien sûr, on n'a évoqué que quelques éléments aujourd'hui et certainement pas tous les enjeux qui sont en lien avec le recul du trait de côte. Vous en avez effectivement vu certains. On n'a pas parlé effectivement d'urbanisme opérationnel, on n'a pas parlé d'usage transitoire, mais tout ça fait partie effectivement aussi des enjeux que nous devons accompagner dans ce cadre-là. Les défis sont nombreux, puisque cette démarche doit se faire dans le cadre d'un développement résilient et pérenne des territoires. Il est important pour nous de convaincre les collectivités que derrière ces contraintes, il y a effectivement une opportunité de se développer à travers une recomposition avec des aménagements résilients et aussi qui sont respectueux de l'environnement, qui sont adaptables et de concevoir des nouveaux usages tout en gardant effectivement l'attractivité des territoires, parce qu'effectivement, ce qui fait l'attractivité du littoral, c'est qu'il est littoral et qu'il est au bord de la mer. Et donc, nous, à l'EPF, nous avons pris la mesure, effectivement, des compétences à mobiliser pour participer à la définition de nouveaux modes d'aménagement qui sont compris et acceptables des citoyens, comme l'a dit M. Tessier dans sa présentation. Alors, on intervient avec plusieurs leviers et aujourd'hui, principalement à travers de l'expérimentation, vous l'avez bien compris, puisque ce qui a été présenté ce matin, ce sont des expérimentations. On aurait pu les compléter par d'autres démarches qu'on accompagne. Celle que j'évoquais tout à l'heure depuis plus longtemps sur la vallée de la Tâme, par exemple, ou d'autres, effectivement, sur des territoires plus isolés, entre guillemets, mais ce qui nous semble important, c'est d'insister sur la capacité que nous voulons mettre en œuvre de travailler en coopération avec tous les partenaires qui s'impliquent sur ces questions. Par exemple, à Criel-sur-Mer, en Seine-Maritime, les élus s'interrogent sur comment adapter leur territoire à des risques majeurs, que sont à la fois les inondations
de la vallée de l'Yerre hein, par la méthode d'estuarisation avec une route digue qui protège la vallée de la mer comme justement dans la vallée de la Sanne. Et puis de notre côté aussi la prise en compte de l'effondrement des falaises que j'évoquais tout à l'heure. Et là, avec un partenaire comme le SML 76 et l'ensemble des acteurs locaux, je pense aussi à M. le sous-préfet, on accompagne et on veille effectivement à être présent pour pouvoir préparer les étapes successives d'adaptation à ces risques. Et bien sûr, sur ces projets, au début de ces projets, il y a le foncier, ce qui explique notre engagement. Et sans foncier, il n'y aura pas de projet. Donc, on a vraiment, il est important effectivement que l'EPF, à travers ses missions, quand il est là, puisse accompagner les collectivités à la fois sur des interventions sur le foncier qui est touché par le retrait du trait de côte, mais aussi sur le foncier à réserver et à préparer pour la recomposition éventuelle de ces activités. On voit aussi que les sollicitations vont crescendo aujourd'hui, ainsi que l'échange avec nos collègues, et que ce soit effectivement avec les services de l'État, bien sûr, les départements, le Conservatoire du littoral, avec lequel nous allons prochainement re-signer une convention, et puis la Banque des territoires que j'évoquais tout à l'heure. Alors, pour conclure, le PF, vous le savez, c'est à la fois de l'ingénierie, du portage, des outils opérationnels pour venir en aide aux collectivités qui le souhaitent et qui, à travers des expérimentations, veulent se lancer dans la recomposition territoriale. Alors, nous avons là effectivement, on présente un schéma qui vous montre effectivement, même si il peut paraître un petit peu complexe, l'ensemble des étapes et des démarches auxquelles l'EPF peut contribuer, à la fois à travers des études de stratégie foncière, l'acquisition de biens soumis aux risques littoraux, l'élaboration de réserves foncières qui vont entrer en cohérence avec le projet de territoire élaboré par la collectivité, l'accompagnement au déploiement d'usages transitoires, via en particulier l'outil de BREC, mais on verra aussi comment, à travers nos expérimentations, on va pouvoir contribuer à l'expertiser territorialement et opérationnellement, et puis des travaux de démolition, de dépollution et de renaturation, parce que les biens qui vont être rendus à la mer sont d'abord rendus à la nature. Et dans ce cadre-là, nous pouvons aussi contribuer à accompagner les collectivités, comme nous allons le faire dans quelques mois sur le camping de la vallée de la Sanne, qui va être délocalisé, sa dernière saison se terminant à Quiberville après cet été, et nous serons conduits effectivement à renaturer ce site à partir de l'automne. Je terminerai en ne reprenant pas effectivement les propos d'Étienne Norgjean sur la Bérésina victorieuse. Je crois que ce qui me semble important aujourd'hui, c'est de retrouver et de rechercher cette nouvelle paix avec la nature. Et c'est ce à quoi nous souhaitons contribuer en appui des collectivités littorales. Je vous remercie de votre participation à tous. Vous étiez très nombreux ce matin. Je vois qu'effectivement, c'est près de 70 participants qui nous ont rejoints, même un peu plus pendant un moment de la présentation. Rendez-vous bien sûr à la prochaine matinale qui portera sur un autre sujet essentiel qui lui aussi émerge depuis quelques mois, qui est le foncier économique, pour répondre aux enjeux de réindustrialisation, aux enjeux stratégiques qui touchent aujourd'hui notre pays. Merci aussi aux collaborateurs de l'EPF qui ont préparé ce premier webinaire. Si vous avez des interrogations, vous le voyez ici, vous pouvez contacter Fabien Mancel, le directeur de l'anticipation et du développement à l'EPF, qui pourra effectivement répondre à vos premiers questionnements et le cas échéant nous conduira sans doute à venir vous rencontrer. Toutes les expérimentations sont bonnes à regarder et à étudier
C'est là-dessus que nous voulons aussi avancer, puisqu'on est sur un sujet où les certitudes ne sont pas effectivement légion et où il faut travailler et avancer pour construire des expériences qui pourront ensuite être partagées et reproduites sur le territoire. Je vous remercie et puis bonne semaine et à bientôt au prochain séminaire.